Liberté! Alors, il est pas super mon costume d'Halloween? Oh non, mais là tout y est, hein. J'ai pris tous les trucs historiques un peu foutus, un peu dégueulasses, un peu... Voilà, j'en ai fait un costume, je les ai mis ensemble et tout. Oh bah je vous cache pas que ça a pris du temps, hein, voilà. Quoi? Copier sur William Wallace? Dans Braveheart? Ah ouais, maintenant que vous le dites, c'est un déguisement, hein. Dans tous les cas, il n'y a pas de... Voilà. Allez, j'ai compris, je vais l'enlever puis on va parler du film. Voilà. Vous ne voulez pas arriver en retard pour votre prochaine rébellion pour la liberté? Vous avez peur que le soleil ne vous cache l'armée ennemie? Eh bien ça tombe bien, nous avons la solution, Holzkern. Si vous avez suivi mes aventures jusque-là, vous avez sans doute remarqué qu'Holzkern m'accompagne depuis de nombreuses années désormais, ce qui me permet d'être toujours à l'heure, que ce soit pour le thé ou sortir ma plus belle armure. Je ne sors plus non plus sans leurs lunettes de soleil. D'ailleurs, je suis sûr que ce modèle stérique en nacre et argent se mariera merveilleusement bien avec votre kilt. C'est un de mes préférés. Sa couleur rappelle les grandes étendues verdoyantes de l'Écosse et elle se recharge grâce à la lumière du soleil. Oui, et des lampes aussi, parce que c'est vrai qu'en Écosse, le soleil, ça peut être un peu compliqué. Oui. En plus de ça, comme chaque modèle est unique grâce à l'utilisation des matériaux naturels collectés dans le respect de l'environnement, personne n'aura le même que vous. De quoi impressionner à la prochaine réunion des nobles pour l'indépendance. Bref, n'attendez pas la fin de l'été pour que les produits Holzkern deviennent les compagnons indispensables de vos vacances et de vos vies. Avec le code promo Icarius et le lien en description, vous avez 15% de réduction sur tout le site internet. Oui, je sais, le plus dur sera de faire un choix pour ne pas acheter tout le site, mais que voulez-vous, la liberté a toujours un prix, et celui-ci n'est pas si élevé pour avoir un peu de nature avec soi, non ? Braveheart est un film de Mel Gibson avec Mel Gibson dans le rôle principal. Il est sorti au cours de l'année Mel Gibson et on y retrouve au casting des acteurs comme Mel Gibson ou encore Mel Gibson. Oui, en même temps Mel Gibson c'est comme Russell Crowe, hein. Dès qu'on le colle dans un film historique, on ne voit plus que lui. Plus sérieusement, on retrouve donc au casting Sophie Marceau qui joue Isabelle de France, ce bon vieux Brendan Gleeson en sidekick, Brian Cox, le jeune Tommy Flanagan et globalement une belle brochette d'acteurs britanniques, irlandais et écossais. Il faut dire ce qui est, le casting est plutôt bon, et James Horner à la musique nous sert là une des BO les plus marquantes des années 90. Ce film, sorti donc en 1995, raconte l'histoire de William Wallace, le personnage le plus emblématique des luttes pour l'indépendance de l'Écosse. C'est devenu une véritable légende dans son pays, un symbole qui a fait et fait encore couler beaucoup d'encre. Le film lui-même a eu un excellent succès public et remporté pas moins de 5 Oscars, tout en créant un jalon très fort dans la lignée des films historiques marquants de ces dernières décennies. Mais je vais y revenir, parce que je finis toujours par y revenir. Alors en termes de fidèle histoire, c'est comme disons que c'est comme si on avait mis tous les personnages de l'époque dans un grand chapeau, les événements, on a touillé un petit peu tout ça, filtré pour enlever les subtilités, et pif paf pouf en sortant du four, le gâteau est délicieux, mais en termes de réalité c'est... Comment dire? C'est comme si on vous vendait un gâteau au chocolat en disant que c'est un Paris-Brest. C'est super bon, mais ça n'a quand même aucun sens. J'ai eu envie de vous dire, on vous vend une chocolatine alors qu'en fait c'est un pain au chocolat, mais je sens qu'une partie d'entre vous ne va pas apprécier cette blague. Allez, il est temps de regarder un petit peu les costumes en détail. Pour référence chronologique, le film commence en 1280 et le dernier élément évoque la bataille de Bannockburn en 1314, William Wallace ayant été exécuté un peu avant, en 1305. Nous sommes donc à la jonction entre le XIIIe et le XIVe siècle, une période que je trouve assez passionnante. Allez, je commence par les Anglais parce que c'est quasiment le plus facile dans toute cette histoire. Sur les armures, je sais pas qui que quoi ce qui s'est passé, mais la plupart des hommes d'armes portent une espèce d'infâme pyjama intégral avec des plaques de métal brillant cousues ou lacées dessus, c'est dégueulasse. Et encore, un truc dégueulasse serait moins dégueulasse que ça, hein. Et les jambes aussi ont ces trucs dégueulasses là, je sais pas d'où sortent ces immondices, mais ça aurait dû finir à la poubelle avant même d'être porté. Au pire, ça aurait dû finir à la poubelle après le film, et pas réutilisé dans la série Vikings aussi, hein. Les tenues civiles des nobles, de manière générale, on a l'impression qu'ils ont simplement fouillé les placards des films des décennies précédentes. Le bon point, c'est que du coup tout est très propre, assez coloré, avec des variations de motifs et de matières. Et c'est devenu tellement rare de nos jours, en fait c'est pas si désagréable à regarder.
En revanche, bon, concernant le style, les coupes, les tissus utilisés, les bijoux, enfin disons à peu près tout en fait, rien ne va, c'est un assemblage de trucs qui font médiévaux, hein, on est assez bien documenté sur cette période, et ça ne ressemblait pas tellement à ça. La clé des tenues civiles de cette époque, c'est plus tu es riche, plus tu as de tissus avec des couleurs qui pètent. Donc si les couleurs ne sont pas rares dans la population, on a plutôt des tuniques relativement courtes et assez peu d'amplitude. Je dis relativement par comparaison avec les nobles. Ces derniers pouvaient avoir des tuniques avec des amplitudes de plusieurs mètres de tissu. Et même si la mode chez la noblesse par la suite va commencer à réduire les longueurs de tuniques, sur cette fin du XIIIe siècle, c'est encore la fête, et on a l'impression que tout le monde porte des robes. Oui, alors comme si ça ne suffisait pas, on rajoute des surcoats par-dessus, avec encore plus de tissu pour se la péter, et parfois des doublures extrêmement précieuses, genre de la soie. Bref, on est loin, loin des effets du film. Bon, le civil c'est malheureux, mais on n'en voit pas tant que ça, on va donc revenir à la bagarre, parce qu'il y a beaucoup à en dire quand même si ça va me faire du mal. On voit régulièrement des cottes de mailles dans le film, ce qui est plutôt un bon point. Elles devraient être plus ajustées, et je pense que ce sont des tissages grossiers de cinéma, mais on va essayer de pas se plaindre de tout, hein. Voilà, c'est les années 90. Cela dit, si vous voulez vous marrer en regardant le film, il y a plusieurs fois des sons de cottes de mailles qui font gling gling gling, alors que personne ne porte de cottes de mailles à l'image à ce moment-là. Moi ça me fait marrer, probablement encore un coup de Jean-Michel Bruitage. On a régulièrement des plaques d'armure pas folles, voire franchement moches, qui vont de la spalière simple pour protéger les épaules, aux modèles articulés les plus complexes, mais aussi des canons d'avant-bras, des bouts de trucs ici et là, et des jambes complètes pour le roi. Et bien tout ça, vous oubliez, à cette époque, ces modèles n'existent pas du tout, et il faudra avancer de quelques décennies pour commencer à en voir. Quelques exceptions toutefois, on trouve à cette période des genouillères, les premières protections de tibia également. La période du film, c'est vraiment celle de transition entre la cotte de maille intégrale des pieds à la tête et aux mains et le début des pièces d'armure. Grossièrement à cette époque, c'est encore très cotte de maille, avec l'apparition des premières protections en plaques d'armure, et un siècle après, les plaques ont complètement pris le dessus. Cela dit, on voit apparaître à ce moment-là une protection spécifique que l'on met encore par-dessus la cotte de maille pour apporter un surcroît de protection. Il s'agit d'une cotte renforcée à l'intérieur par des plaques métalliques articulées. Alors dans le film, on voit quelques armures qui ressemblent un peu à ça dans l'idée, de loin, de dos et dans le noir, mais en fait ça n'a pas du tout le même aspect. J'ai envie de croire que c'est fait exprès, mais j'ai peu d'espoir. Bon, je vais faire un passage rapidement sur tout ce qui ne va pas, histoire que ça dure pas des plombes. Vous avez compris l'idée, hein, c'est vraiment pas ça. Les gantelets de mailles séparés, c'est non. Les tuniques avec des petits clous dedans comme ça n'a jamais existé. La dague du seigneur là, c'est un modèle en avance d'un siècle. Son gros ceinturon n'a jamais existé non plus. Tous les Anglais en tunique orange-rouge pour les repérer dans le noir, c'est pratique, mais il n'y a pas d'uniforme à cette époque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les œillets en métal à cette époque, ça n'existait pas non plus. C'est en tissu, donc dommage de faire des giga gros plans dessus. Les capuches en cuir dégueulasse, c'est une vieille représentation du 19e siècle, ça n'existe pas. Le droit de cuissage, c'est un vieux cliché qui a la vie dure encore à cause du 19e, pour changer. Ça là, c'est une tante berbère, ça n'a rien à faire au fin fond de l'Angleterre et pour loger la princesse. Et pourquoi le favori du futur Édouard II a un foutu crop top rembourré là? Ah non, pardon, c'est les années 90, oui, c'est un moyen de bien appuyer le fait qu'il soit homosexuel, hein. Comme si le fait de le mentionner lourdement à chaque scène où il apparaît ne suffit pas. Très bien! En fait, le film récupère toutes les idées reçues, tous les clichés, tous les visuels complètement pétés des films un peu kitsch des décennies précédentes pour les réutiliser dans un film dramatique et épique à l'ambiance plutôt contemporaine. Et ça, c'est vraiment très perturbant. Arrêtons-nous un instant sur les casques parce que c'est très rigolo. On a plein de trucs différents, soit des cervelières de type Spangenhelm, c'est-à-dire en plaques reliées entre elles par des rivets, et qui n'étaient plus utilisées depuis des siècles. Deux types de haumes parfaitement corrects, comme le très classique grand haume. Pas mal de chapelles de fer, plutôt correctes également. Des bassinets qui ne seront pas utilisés avant des décennies et dont le design a probablement été piqué à Sacré Graal des Monty Python. L'espèce de casque dégueu conique dit casque de Richard car on le colle souvent sur Richard Cœur de Lion, comme le bassinet juste avant, qui est un classique de la panoplie anglaise fantasmée. Donc pour résumer, on a sur les casques à la fois des trucs trop vieux et moches parce qu'issus de costumes des décennies précédentes, des trucs fantasmés du médiéval anglais, et des trucs parfaitement corrects. C'est fascinant. Et j'ai l'impression que les Anglais sont tous comme ça. Il y a toujours au moins un truc qui va, mais mis en situation pour que ça n'aille pas du tout. Les épées à une main sont plutôt bonnes, mais maniées à deux mains, parce que les boucliers, c'est pour les faibles, hein, je suppose. Hein.
Bon, cela dit, quand il y a des boucliers, le pire c'est qu'ils sont plutôt corrects entre les petits modèles pour les cavaliers et les grands modèles pour les piétons. Le film rend assez bien la profondeur des lignes de bataille et l'organisation sur le terrain, mais fait charger tout le monde qui se fait éclater comme les quiches de mon boulanger un matin de marché. Le film rend très bien la peur de la cavalerie lourde en expliquant qu'elle est beaucoup plus lourde que la plus lourde de tes copines, mais en arrivant sur le terrain, cette fameuse cavalerie, c'est juste des piétons qu'on a collés à cheval, des piétons nuls. Après on a les classiques, les armures qui n'armurent rien du tout, les flèches enflammées qui n'étaient quasiment pas utilisées, des figurants avec des casques trop petits ou trop grands, les archers en slip équipés comme pour la kermesse de primaire et j'en passe. D'ailleurs ces profils d'archers là et les petites armures en anneaux cousus qu'on voit de temps en temps, c'est aussi des pures imageries du 19e siècle. Oui, encore lui, toujours lui, le 19e siècle, oui. Pour vous donner un ordre d'idée, à cette période, un chevalier bien armuré, c'est ça. Cotte de maille complète, grand haume classique ou fuselé. Le haume fuselé, on appelle ça sugarloaf, ça veut dire pain de sucre, parce qu'à l'époque, on conservait le sucre en bloc qui avait cette forme-là. Voilà, petite anecdote rigolote, ça sert toujours pour se la péter au dîner. Un piéton, c'est plutôt ça. On a un vêtement rembourré, un bouclier et quelques armes d'ast, parce qu'on commence à en avoir. Les armes d'ast, ce sont les trucs qui piquent et qui coupent au bout d'un bâton, mais ça je vais y revenir. On a beaucoup de lances également, des casques ouverts et une approche du combat en formation pour éviter de se faire rouler dessus par le moindre pimpin à cheval venu. Mais je le redis, il y a un truc de bien dans ce film, c'est le rendu de la charge de cavalerie lourde un peu flippante. Ça permet de mettre en scène les fameux schiltrons, cette formation de carrés de piquier popularisée par les Écossais pour lutter contre la cavalerie anglaise. Mais parlons-en de nos Écossais. Bon, alors là, je vais vous demander de faire encore un travail d'imagination. Vous imaginez Mel Gibson, ses petits camarades là, les kilts, les armures de cuir, les peintures bleues, imaginez tout, leurs armes, leurs vêtements, c'est bon, vous avez l'image? Bah maintenant, vous m'enlevez tout ça parce qu'on va tout reprendre de zéro. Non mais les imaginez pas sans vêtements, c'est pas ce que je voulais dire, ou si, faites-le, c'est pas mon problème, je vais m'expliquer. On va commencer tout de suite par le plus évident et le plus emblématique, le kilt. Le kilt, c'est cette sorte de jupe traditionnelle de la tenue écossaise et qui fait désormais partie des éléments incontournables de cette culture dans le monde entier. Mais le fait que le kilt fasse tilt dans tous les esprits, ça date, et oui, surprise, surprise, encore du 19e siècle. Bon, de toute manière, dès qu'une idée reçue s'installe durablement dans les esprits, c'est à 90% du 19e siècle que ça vient. Il semble que les premières traces de kilt remontent au XVIe siècle, au mieux à la toute fin du XVe. Il est devenu emblématique pour les Écossais ensuite, en acquérant au passage un statut de revendication culturelle et politique que les Anglais tenteront de faire interdire. Il va s'adapter, évoluer, muter jusqu'à arriver au modèle que l'on connaît aujourd'hui et qu'il n'est pas rare de voir tant il s'est normalisé. Alors tout ça c'est bien joli et c'est une chouette histoire, reste que tous les Écossais en kilt dans Braveheart, ils sont en avance sur leur temps d'environ 2 siècles au minimum. Et ça c'est pas joli. Allez, on continue pour casser le truc. Vous vous souvenez des Anglais de tout à l'heure? Comment ils sont, les chevaliers, les piétons, tout ça? Les Écossais en fait à cette époque, ils sont habillés pareil. Pareil, ouais. Alors on va avoir des variations dans les couleurs des nobles, bien entendu, les boucliers parfois, ou un signe de reconnaissance cousu sur les vêtements rembourrés des piétons, mais c'est tout. Pas d'armure de briquet de broc dégueulasse, pas de tunique déchirée ou décousue, de gars crado avec les cheveux longs ou des mulets, des casques en cuir, des chaussures en chiffon et je sais pas quoi encore. L'Écosse et l'Irlande dans l'histoire, ce sont 2 pays qui ont eu des tenues vraiment originales par moments, des us et coutumes qui changeaient profondément par rapport au reste de l'Europe. Mais à cette période, s'il y a quelques trucs qui changent, eh bien, pas à ce point-là, parce que cela voudrait dire que l'Écosse et l'Irlande ont été coupés du monde depuis des siècles, ce qui est totalement faux. Notons tout de même que les épées sont assez bonnes et on y voit aussi quelques fauchons qui sont globalement trop gros. Les fauchons, ce sont des lames lourdes à un seul tranchant qui seraient à l'origine des outils de boucher. On en distingue 3 types dans Braveheart, le fauchon Maciejowski avec cette très jolie pointe, le fauchon à une pointe qui n'a qu'une seule pointe, et le fauchon de guerre, c'est celui-là, qui est un dérivé de l'outil spécifiquement conçu pour la bagarre. Voilà, c'est pas si mal. On y distingue aussi les premières armes d'ast, même si c'est un peu la fête du slip sur les modèles. Citons dans le désordre hallebarde, guisarme, vouge, doloire, hache de locabert, anicroche, etc., etc. Certains de ces modèles sont plus récents, mais globalement, c'est pas si pire. On a un modèle de fléau utilisé par William quand il vient venger sa femme, et il est pas si mal que ça. Le fléau, pas William, enfin là encore vous faites ce que vous voulez, mais ça marche, bref. À l'origine c'est un outil utilisé pour la récolte du blé, et au bout de l'articulation en corde, en cuir, en métal, on avait un autre morceau de bois, à l'époque ça ressemblait encore à celui du film.
Et plus tard, ça va devenir ce bel objet plein de subtilité. Hein. D'ailleurs, la chaîne est toujours plus courte que l'endroit où la main le tient pour éviter de s'éclater les doigts avec. Comme quoi, quand on a ce truc entre les mains, c'est tellement dangereux que ça semble être une invention complètement idiote. Et les gars étaient pas complètement éclatés quand même. On en avait parlé un petit peu dans la vidéo, je vous remets le lien juste ici. Alors on a également plein de haches beaucoup trop grosses, et celle-ci est un merveilleux exemple. On peut voir à quel point c'est du plastique peint si on fait un arrêt sur image. Une hache à deux mains, si c'est plus gros que ça, c'est impossible à manier parce que trop lourd et que le gars d'en face a le temps de vous tuer 12 fois avant que vous ne réussissiez à la voir. Et c'est pas une question de force, c'est simplement une question d'inertie et de rapport efficacité-poids. On en a avec des lames plus grandes, mais qui sont plus fines parce que rapport efficacité-poids. Y a pas besoin d'un fer énorme pour tout broyer et découper, je peux vous garantir que celui-là suffit largement. Bon, les armes, c'est un peu le positif, mais il faut quand même dire aussi qu'il y a eu un travail intéressant sur les tissages et les matières. Comme il y a beaucoup de gros plans, ça permet de s'en rendre compte assez facilement. On voit bien les variations de qualité, de lainage, etc. C'est bien plus intéressant que sur les Anglais. Bon, c'est vraiment dommage ensuite que ces tissus soient déchirés, troués, mal arrêtés, informes, mal cousus, etc. Comme si les Écossais étaient des pouilleux, et c'est une idée reçue qui me rend pas vraiment triste. Oui, je suis triste, oui, et tous les costumes des gens qu'on voit, c'est vraiment random, costume médiéval numéro 6. Tellement c'est juste des trucs misérables qu'on pourrait voir dans n'importe quel film, et ça c'est vraiment dommage. Et je vous parle même pas de leurs chaussures en chiffon là, j'ai même pas compris ce qu'ils avaient essayé de faire avec ces trucs. On a quand même un effet étrange des Écossais crasseux qui se révoltent contre des Anglais kitsch, un peu comme si, à travers cette opposition, c'est la manière de faire des films historiques au XXe siècle qui combattait la manière de les faire au XXIe siècle. Et il y a pas mal de détails qui mériteraient du détail, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais par exemple, la grande épée de William Wallace là, évidemment c'est emblématique de l'Écosse, c'est emblématique du personnage, mais ça n'existait pas à cette époque. L'arme de l'Irlandais, la petit bouclier et double dague, c'est un truc indien. Les marteaux de guerre qu'on voit parfois, c'est plus récent. Les épées sans fourreau mais portées à la ceinture, ça n'existe pas. Tout simplement parce que l'épée coupe la ceinture en fait, mais c'est logique. Les Écossais n'avaient pas de peinture de guerre non plus, c'est une idée reprise des Pictes qui habitaient l'Écosse des siècles auparavant. Les boucliers sont souvent trop vieux de plusieurs siècles ou trop petits. On voit même un bouclier d'origine moyenne-orientale à un moment. Et puis je le dirai jamais assez, mais pas de mêlée dégueulasse dans les batailles médiévales. Dites-vous qu'à Bannockburn, la bataille qu'on voit à la fin du film, les Écossais étaient à 1 contre 5. Avec ce genre de méthode, ils se seraient fait rouler dessus, même en tuant 3 ennemis chacun, ce qui est déjà une performance énorme. L'ennui avec l'Écosse, c'est qu'elle est pleine d'Écossais. Non, ce qui a fait toute la différence, outre la combativité des Écossais, c'est aussi d'avoir su bien choisir leur terrain contre des Anglais trop confiants, d'avoir été plus malins pour compenser les faiblesses de leur armée. Comme je le disais plus avant, à l'époque, la cavalerie lourde est la reine des batailles. Mais ici et là en Europe, on commence à avoir des piétons qui en ont marre de prendre cher à chaque fois et qui vont trouver des méthodes pour arrêter efficacement les cavaliers. La meilleure méthode, ce sont les carrés de piquier. Les carrés de piquier, c'est tout simple, on prend des longues piques et on fait un mur avec, comme dans l'Antiquité. C'est diablement efficace. Et s'il semble que les Écossais n'aient pas inventé cette méthode, ce sont eux, en revanche, qui l'ont popularisée grâce à William Wallace et Robert Bruce, rendant les charges de cavalerie lourde anglaise absolument inutiles. On appelle ça un schiltron, et c'est bel et bien un carré avec des piquiers et de jolis pics, pas 3 gugus qui ont taillé des arbres vite faits dans la forêt, hein. Oh, et puis je sais pas vous, mais moi je supporte plus les maisons qui semblent tenir debout par la volonté des dieux, qui ont l'air d'être faites à moitié en caca avec des portes en branchage qui laissent passer le vent. C'est la mode des productions contemporaines avec des peuples anciens ou barbares, j'en peux plus. Souvenez-vous, on en avait parlé dans Barbarians, ce sont les mêmes principes. Les murs en caca, les portes en branchage, c'est tout ça qui laisse passer le vent comme si les gars étaient pas capables d'assembler 2 pierres ou 2 bouts de bois. Et cette armure avec des plaques de cuir par-dessus, là j'en peux plus, je vous jure, je n'en peux plus. Dans tous les films historiques ou fantasy, d'ici jusqu'au Rio Grande, en passant par Winterfell depuis des décennies, alors que ça sort de nulle part et que c'est nul comme protection, on le voit partout. Je vous jure, je craque chaque fois que j'en vois. Et rappelons aussi qu'une épée ça coupe très fort, hein. Avoir des épées médiévales avec des tranchants rasoirs c'est pas rare, donc dormir les doigts sur son épée à nu, monsieur Wallace, c'est le meilleur moyen de les perdre, hein. Pareil, je dis ça, je dis rien, mais vous avez le droit de vous laver du sang des ennemis au lieu de le garder sur vos bras pendant plusieurs jours après la prise de York. On traverse pas l'Angleterre à cheval en claquant des doigts, hein. Il a fallu faire l'aller-retour depuis la prise de la ville avant de rencontrer Sophie Marceau, là. Bref, globalement, retenez que le visuel, c'est pas du tout ça. Mais alors, mais pas du tout. Oh oui, il y a quelques trucs corrects, mais à ce stade-là, je pense que c'est plus une question de hasard que de vraie volonté, hein.
Globalement, que ce soit sur les Anglais ou les Écossais, on assiste en fait ici à une véritable charnière de l'histoire du cinéma historique. Braveheart se trouve pile à mi-chemin entre les costumes kitsch colorés et datés des péplums de la grande époque et l'ambiance sombre, sale et violente des productions contemporaines. D'une certaine manière, Braveheart a servi de marche entre ces deux mondes et ces deux modes des productions historiques. Le film est en permanence tiraillé entre le vert éclatant de l'Écosse, les vêtements kitsch et pétants des Anglais d'un côté, et les Écossais eux-mêmes, sombres et sales, vêtus de couleurs ternes et crasseuses. Si le film voulait dépeindre abusivement un choc de culture et une opposition frontale de style entre Anglais et Écossais, aujourd'hui il est presque évident qu'il est devenu aussi emblématique de cette rupture entre l'ancienne manière de traiter l'histoire au cinéma et la nouvelle manière que l'on vit encore aujourd'hui. Braveheart est le parfait exemple de ce changement opéré dans les années 90-2000. Paradoxalement, ce transfert d'une période à l'autre, eh bien il s'est fait en miroir. Les qualités d'avant ont été abandonnées pour être remplacées par les défauts de maintenant, et les défauts d'avant ont été changés pour les qualités d'aujourd'hui. Mais pour revenir au film, Braveheart est un symbole. Oui, il utilise les personnages de William Wallace et Robert Bruce, qui sont des symboles forts pour l'Écosse. Mais le film lui-même, dans son ensemble, est un symbole. Il est devenu culte. Il est devenu incontournable de la lecture des productions qui ont propulsé l'histoire à la place qu'elle occupe aujourd'hui dans la mode des films et des séries. Une place déterminante. Parce que Braveheart fut au Moyen-Âge ce que Gladiator fut à l'Antiquité. On pourrait même dire que Braveheart fut une première étape vers la révolution historique des années 2000. Car oui, voilà, le terme est avancé, pour moi, il y a eu une véritable révolution historique à partir des années 2000 jusqu'à nous. Ce qui est perturbant d'ailleurs parce que dans les années 60, on parlait de l'âge d'or du péplum, mais de nos jours, les productions historiques ou inspirées de l'histoire semblent tellement courantes, tellement classiques, tellement intégrées dans notre quotidien que ça ne semble même plus assez exceptionnel pour parler de nouvel âge d'or. Et ça c'est arrivé avec Braveheart, puis Gladiator, et peut-être une certaine trilogie. Il suffit de regarder les films marquants, historiques ou de fantasy, des décennies avant ces deux films et après eux. La proportion ne cesse d'augmenter, les séries venant grossir les rangs à partir également des années 2000. D'ailleurs les séries historiques, on la cote aussi. Est-ce que c'est parce qu'il est plus facile de raconter des histoires complexes et complètes sur de longs formats? On aura l'occasion d'en reparler. Mais ce Braveheart-là, on n'imagine pas à quel point c'est un départ pour beaucoup de choses et beaucoup de gens. Non seulement le film a été un formidable moteur pour le tourisme écossais et pour l'intérêt mondial pour l'histoire écossaise, comme les Outlanders plus récemment, mais il a aussi été un jalon pour beaucoup de pratiquants d'histoire vivante, de reconstitution et de passionnés d'histoire. De nombreuses personnes ont été touchées par ce récit qui a pu les convaincre de s'intéresser au Moyen-Âge ou les galvaniser dans un intérêt naissant. Maintenant attention, parce que quelle est la proportion des gens qui ont pris ça et s'en sont servis pour apprendre plus de choses et apprendre la vérité, et ceux qui ont pris ça pour argent comptant, il faut quand même un petit peu relativiser. Et surtout faire attention à l'argument, oui, mais ça permet aux gens de s'intéresser à l'histoire parce que ça n'est pas tout à fait vrai. Reste que Braveheart s'appuie sur la prestigieuse histoire écossaise pour passer son message, celui qui fait désormais partie des légendes et des valeurs profondes de son peuple. Même une personne modeste peut accomplir de grandes choses et faire la différence au service d'un idéal plus grand, le tout sans oublier d'où il vient. Ton cœur est libre. Trouve le courage de le suivre. Et il faut le dire, le film a beau être complètement à côté de la plaque sur les costumes et s'arranger avec les personnages et les faits historiques, et bien comme Gladiator, sa force de symbole fait dépasser tout ça. On pardonne plus facilement, trop facilement peut-être, ça chacun en sera juge. Beaucoup rejettent Braveheart désormais, qu'il soit passionné d'histoire ou de l'Écosse. Pourtant, je pense que c'est une erreur, car il est un récit fondateur de beaucoup de gens, un hommage discutable, mais pourtant véritablement puissant. Il n'est jamais vain de se rappeler d'où l'on vient, parce que c'est un excellent moyen de savoir où l'on va et quel a été le chemin parcouru. L'histoire écossaise est fascinante, elle est inspirante. Pour les Français, l'Écosse est naturellement sympathique et proche, tant les légendes et les valeurs des deux peuples semblent toujours destinées à se rejoindre. Cette vieille alliance, si son existence semble de moins en moins connue, eh bien elle reste inconsciemment assez vive dans les esprits. Et de Braveheart à Outlander, les succès des productions mettant en scène l'Écosse dépassent la notion de réalisme ou de réalité pour rappeler que l'histoire n'est jamais très loin et trouve toujours le moyen de se rappeler à notre bon souvenir. L'histoire écossaise se réinvente à l'écran en suivant la mode pour continuer à nous parler. Et un bon exemple de ça se trouve quelques années après, lorsque ce passage des guerres d'indépendance de l'Écosse a été à nouveau adapté à l'écran dans le film Outlooking. Mais ça, nous en reparlerons.